Alors je vais faire un exposé un peu polémique, et je vois déjà que le premier intervenant a posé certaines conditions et certaines problématiques qui, je suppose, vont engager une discussion intéressante. Ce que je vais vous dire est la position qui a été déjà largement débattue au sein de notre petite association à Bruxelles, Attaque Bruxelles 1. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas la position d'Attaque France et d'autres groupes Attaque, mais au sein d'Attaque France et dans d'autres groupes Attaque, cette discussion sur l'Europe, évidemment, a lieu de façon plus ou moins intéressante. Et la position et la polémique que je voudrais ici introduire est, à mon avis, comme tu l'as dit, absolument urgente. Elle est indispensable. Alors, comme ça a déjà été dit, c'est la première fois en Europe qu'une expression partidaire progressiste accède au pouvoir dans un État de l'Union européenne. C'est un événement extraordinaire et par rapport à celui-ci, on peut se poser la question de ce que fait la gauche de la gauche par rapport à cet événement. Pour annoncer un autre débat, on a eu des mots assez plus carrés. Alors je répondrai de façon, pour le moment, un peu mitigée par rapport à cet événement extraordinaire. La gauche de la gauche, ici en Belgique, n'a pas fait assez. Rien qui soit en tout cas à la hauteur historique d'un tel événement, alors que l'élection d'un gouvernement anti-austérité constitue une forme légitime et légitimée de transgression, puisque son ambition programmatique est de mettre fin aux agissements meurtriers qui ont laminé un pays tout entier. Or, on sait tous depuis le 25 janvier dernier, et le plébiscite qui a envoyé Syriza au pouvoir s'est engagé à un bras de fer entre Bruxelles et Athènes. Une leçon politique grandeur nature, administrée en direct, qui prouve au fil des jours combien les autorités européennes sont décidées à ne laisser aucune marge de manœuvre à un gouvernement pourtant élu démocratiquement. Ce gouvernement est d'ailleurs confronté à des échéances déterminantes et décisives, puisque la dernière et ultime séquence, la deadline, a été fixée par la Commission, la Banque Centrale Européenne et le FMI. Syriza est en effet sommé de rendre public au mois de juin un plan précis, chiffré, détaillé de l'ensemble des réformes structurelles qu'il entend assumer, condition sine qua non à l'octroi de nouveaux prêts. Vous savez, ces réformes sont la poursuite des privatisations, des licenciements de masse dans la fonction et les services publics, la diminution violente des salaires, le recul de l'âge de la retraite, la hausse de la TVA qui affectera surtout les couches populaires. La Grèce se sauvera-t-elle et dans quelles conditions? Cette évidemment question nous interpelle tous. Je dirais même qu'il nous revient à gauche de rattraper un retard, un déficit chronique dans la manière de penser aujourd'hui la rupture. Oui, il faut accomplir un saut théorique et politique substantiel pour répondre à ces défis qui, au-delà du cas grec, interrogent toute stratégie de sortie de crise, sans avoir peur des controverses et des polémiques. Comme disait Bertolt Brecht, il faut être, mes amis, aussi radical que la réalité. Alors les 3 points que je voudrais aborder ce soir remettent en cause des constructions idéologiques largement majoritaires dans la mouvance progressiste. Oui, avec la présente crise grecque est en effet venu un temps indispensable, impératif, urgent, pour re-questionner et désarçonner une série d'arguments répétés année après année comme des vérités indéniables, indispensables, efficaces, alors qu'il s'agit là de profession de foi au sens pathétique du terme. Ce soir, j'esquiverai donc la critique de 3 affirmations qui constituent, à mon sens, des postulats démentis par les faits, des arguments de type millénariste qui, consciemment ou pas, renvoient tout dénouement souhaité et souhaitable au calende grec. Là, il faudra traduire peut-être pour nos camarades grecs. Alors, le premier de ces arguments, qui selon ses porte-voix constituerait le meilleur choix stratégique pour sortir de la crise,
Il faut d'abord constituer un mouvement social au niveau européen. Tout seul un pays ne s'en sortira pas. Si la Grèce décidait finalement de quitter la zone euro et qu'elle est seule à le faire, les Grecs le paieraient d'un chaos et de malheurs encore plus terribles. Deuxième idée fixe qui freine toute pensée émancipatoire, le fétichisme qui entoure la monnaie unique et qui fait considérer l'euro comme un simple moyen d'échange neutre et apolitique. Enfin, troisième argument qui sont assassinés par une grande partie de la gauche dite altermondialiste, tu l'as évoqué, c'est arrêter de parler de souveraineté, c'est du nationalisme, c'est une position fasciste. Alors la première recommandation impérative qui est répandue dans les opinions plus progressistes, il faut d'abord construire un mouvement social européen, tout seul, un pays ne s'en sortira pas. Moi je parle pour la Belgique. C'est la position stratégique centrale qui est portée de manière allusive ou explicite par les organisations syndicales, par les partis réformistes et la plupart des formations d'extrême gauche, comme manière résolutoire d'arriver à renverser le cours ultralibéral dont s'ouvre la construction européenne. Il n'y aurait pas de salut hors la constitution organique d'un mouvement transnational, pérenne, unissant avec la même détermination et les mêmes objectifs, au même moment et dans la durée, les protestations sociales des différents pays de l'Union européenne. Depuis 20 ans, c'est la litanie qui ne cesse d'être enfoncée dans la tête des gens. Avec quel résultat? Aucun. La réalité de tous les jours, l'éminente réalité, est là pour démontrer qu'il s'agit d'un rêve creux et pieux, malgré les récits emphatiques et espérantistes professés au nom d'un soi-disant internationalisme 2.0. Quand la crise a éclaté à Athènes, il y a 5 ans, avec des manifestations incroyables dans toute la Grèce, a-t-on assisté à l'irruption concomitante, simultanée et persistante de grands mouvements de solidarité dans l'ensemble des pays européens? Pourtant, il y avait de quoi, mais ça n'est pas arrivé. C'est dommage, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Quand l'Espagne s'est remise debout avec le mouvement des indignés, a-t-on assisté à l'éruption concomitante, simultanée et persistante de grands mouvements de solidarité dans l'ensemble des pays européens? Pourtant, il y avait de quoi, mais ça n'est pas arrivé. Quand les Islandais puis les Irlandais se sont révoltés contre leurs élites politiques et la connivence dont elles n'avaient cessé de faire preuve envers les banquiers, a-t-on assisté à l'éruption concomitante, simultanée et persistante de grands mouvements de solidarité dans l'ensemble des pays européens? Pourtant, il y avait de quoi, mais ça n'est pas arrivé. En fait, ceux qui entretiennent l'illusion d'une riposte sociale nécessairement continentale refusent de voir la réalité telle qu'elle est. L'histoire a toujours avancé par son mauvais côté. L'insoumission a surgi à chaque fois là où on n'attendait pas. Et elle est advenue à chaque fois, comme tu l'as dit, par le maillon faible de la chaîne. Par le maillon, pas par la chaîne. Cuba, vous me direz, ce n'est pas en Europe. Heureusement, les castristes n'ont pas tendu l'arme au pied que l'ensemble du continent se soulève pour faire sa révolution. À ce compte-là, il n'y aurait jamais eu de révolution à Cuba. Et il a fallu attendre près de 4 décennies pour que Chavez accède à son tour au pouvoir et entame le processus de libération bolivarienne. Est-ce qu'au même moment, il y a eu d'autres pays latinos pour accomplir le même soulèvement politique qu'à Caracas? Pas du tout. Ce qui est advenu en Bolivie l'a été encore après, qu'idem pour l'Équateur. En fait, l'émergence d'un mouvement social européen comme bloc amalgamé est une pure vue de l'esprit. En ce sens, il s'agit là d'un récit défaitiste, parce qu'il n'arrivera jamais et qu'on trompe la gauche en continuant à le colporter. Est-ce que cela veut dire pour autant que nous ne sommes pas internationalistes? Pas du tout. En appeler à la solidarité transnationale et être solidaire est un acte fusionnel que je qualifierais entre nous de communiste, dans le sens où nous devons, partout où nous sommes et autant que nous sommes, en appeler sans cesse à la solidarité avec toute l'insoumission populaire qui se bat pour des valeurs qui sont entièrement les nôtres et qui nous sont donc communes. Tant mieux si cette empathie solidariste est efficace
au point de donner l'envie de s'émanciper à d'autres peuples enthousiasmés par le pays qui, le premier, s'était insoumis. Si dans un pays en crise, les classes dirigées ne veulent plus et les classes dirigeantes ne peuvent plus, il y a alors un moment névralgique où tout peut basculer. S'ils le décident, ce moment est à prendre par les classes d'en bas, sans attendre un hypothétique élan qui surgirait au même moment dans un pays voisin. A fortiori, dans tous les pays voisins, soit des 27 autres États de l'Union européenne, si on pense à la Grèce. En réalité, ceux qui annoncent chaque semaine l'avènement prochain d'un grand mouvement de masse trans-européen voient dans cette coalition simultanée et durable une masse critique, à même d'imposer un changement de cap aux institutions européennes. Pour ce faire, il y a évidemment besoin de relais politiques à l'intérieur des institutions européennes. C'est là que le scénario tant souhaité par les fervents du mouvement social européen est plus irréaliste encore. Qu'il s'agisse de la droite conservatrice, de la droite de gauche, des écologistes fédéralistes, voire des possibilistes de la gauche unitaire, tous acceptent la démocratie clanique mise en musique par les traités européens. Or, on ne peut changer les textes fondamentaux qui imposent la libre concurrence, la subordination des États au marché financier et l'austérité à perpétuité. On ne peut changer ces textes qu'à l'unanimité des 28 États membres de l'Union. Autant dire qu'avec la classe politique qui occupe les hémicycles européens, il n'y aura jamais d'unanimité progressiste pour remettre en cause ces traités. Laissez donc penser qu'il y a tout à attendre d'une hypothétique réécriture des traités apparaît dès lors particulièrement démobilisateur. C'est une stratégie pensée ou impensée qui obstrue toute perspective politique et offre en revanche un boulevard aux forces d'extrême droite. On me dit que je n'ai plus que 2 minutes, j'ai 2 arguments encore à évoquer. Donc je dépasserai la minute. C'est quoi ça, c'est autoritaire ça? Bon. Comme je n'ai plus que 1 minute, eh bien je terminerai ici. Merci. Non, mais... Je fais des arguments. Oui, il a encore ça de page. Continuons. Bon, je remercie Jean pour peut-être tu auras l'occasion après de présenter tes arguments.